Des experts de la BAD en charge de la communication et de la gestion de changement viennent d'achever leur mission en Côte d'Ivoire. Objectif, nouer des contacts avec les institutions ivoiriennes et les organes de presse afin de mettre en œuvre une stratégie commune de communication. Et la barre d'admission en classe de 6e est fixée à 85 points. Hier, la direction des orientations et des bourses était face à la presse pour expliquer cette décision. L'État de Côte d'Ivoire avait donné la chance à la majorité des élèves de poursuivre leurs études. Et la campagne électorale au Mali s'est terminée hier. Elle s'est déroulée sans incident majeur. Les Maliens placent en effet beaucoup d'espoir dans cette consultation électorale qui devrait aboutir au retour de la confiance et le renouveau de la démocratie. Et puis pour la page culture de ce soir, nous avons comme invité El Hadj Diabaté Fousseni. Avec lui, nous allons parler de son ouvrage « La conscience du Ramadan ». Que dit le livre sur le jeûne du Ramadan? Pourquoi un ouvrage dédié au jeûne du Ramadan? Ce sera dans une trentaine de minutes que nous aurons l'entretien avec notre invité. En attendant, nous allons partir avec ce reportage d'Herman Niamien, des experts de la Banque africaine de développement en charge de la communication et de la gestion de changement viennent d'achever leur mission en Côte d'Ivoire. Ils sont venus nouer des contacts avec les institutions ivoiriennes et les organes de presse afin de mettre en œuvre une stratégie commune de communication pour faire du retour de la BAD à Abidjan un succès. Mission fructueuse, selon le directeur des opérations pour le retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire en Côte d'Ivoire après 5 jours de présence en terre ivoirienne. La délégation conduite par Matondo Fondani dit être venue faire le point du processus pour le retour de la BAD à Abidjan aux autorités ivoiriennes. Cette mission portait principalement, je dirais, c'était une opportunité afin que la Banque africaine de développement puisse reprendre contact avec les institutions et les organes de presse de Côte d'Ivoire pour que nous puissions nous mettre à jour. 2000 agents quand elle délocalisée à Tunis, la BAD compte aujourd'hui 2000 et près de 90% de cet effectif ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Nous voulons que ce retour se fasse de façon harmonieuse pour que tous nos collègues qui ne connaissent pas Abidjan, qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui viendront pour la première fois avec leur famille en Côte d'Ivoire, puissent s'y retrouver et s'y intégrer avec l'assistance de l'ensemble de la population. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, selon Matondo Fondani, va créer de nombreux emplois et va donner un coup d'accélérateur au processus de développement du pays. Déjà, ajoute-t-il, le Conseil des gouverneurs a approuvé un projet pour l'extension de la centrale Cyprel pour un montant de 50 millions de dollars et aussi pour l'extension de la centrale d'Azito. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, vient d'avoir une rencontre avec l'ancien ministre d'État français, président des Cités Unies en France. Il s'agit de Michel Delabam. Au centre des échanges, la création d'un partenariat spécifique aux collectivités territoriales. Le compte rendu de Patricia Omouetia. Mobilisation générale au district d'Abidjan pour accueillir le président de Cité Unie France, Michel Delabarre. L'ancien ministre d'État français a apprécié à sa juste valeur cette grande mobilisation. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Ému, il a remercié le gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mambé, et les chefs traditionnels. Parlant des rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, Michel Delabarre indique que ces deux pays sont à un moment de leur histoire où ils doivent se rapprocher à travers leur collectivité territoriale. Le président de Cité Unie France a souhaité la création d'un partenariat spécifique aux collectivités territoriales. Proposition saluée par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mambé. Il estime que les rapports entre ces deux pays est une chance pour la Côte d'Ivoire car l'union des collectivités décentralisées est désormais une réalité. Je vous conduis à l'IMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. L'école était en fête hier. La raison, la 67e promotion de l'école a fait sa sortie officielle. Promotion Reconstruction, c'est le nom de baptême de cette promotion qui a réalisé de meilleurs résultats, nous dit Mamadou Kouassi. 86 admis sur 86 candidats.
soit un taux de réussite de 100% au bac session 2013, toutes séries confondues. C'est le résultat de la 67e promotion des enfants de troupe de l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville. Une première dans l'histoire de cet établissement d'élite. Baptisé Promotion Reconstruction, les 86 nouveaux bacheliers, dont 3 Guinéens, un Gabonais et un Sénégalais, prennent l'engagement de toujours bien travailler pour contribuer à l'émergence du continent africain. Mon secret, la discipline d'abord, la rigueur dans le travail. Leçon, étudier ses leçons, faire beaucoup d'exercices et écouter les professeurs. Tout d'abord, du côté religieux, j'étais beaucoup attaché à la prière. Et vraiment, j'avais des heures d'études que je respectais à la lettre. Et bon, je me suis fixé des objectifs que je devais atteindre absolument. Le parrain, Ibrahim Ouattara, exhorte les parents d'élèves à être des relais de l'école afin de parfaire l'éducation des enfants. À ces filleuls de la 67e promotion, le ministre en charge des affaires présidentielles demande la rigueur et la discipline dans le travail. Il faut du travail, il faut mériter les parents. C'est autant de qualités qui vous sont demandées ici, beaucoup plus qu'ailleurs. Cela veut dire que vous avez une responsabilité assez importante dans la conduite de votre vie de tous les jours, parce que les actes que vous posez aujourd'hui, ce sont ces actes qui vont sûrement couronner votre vie de demain. Tous les meilleurs élèves de cet établissement ont été primés. Des dons offerts par le président de la République et par les anciens enfants de troupe de l'EMPT. La décision est tombée avant-hier à l'issue du Conseil des ministres. La barre d'admission en classe de 6e est fixée à 85 points. Hier, la direction des orientations et des bourses était face à la presse pour expliquer cette décision. L'État de Côte d'Ivoire, en tout cas, veut donner la chance à la majorité des élèves de poursuivre les études. Le reportage d'Evelyne Zeba-Zegwa. Parmi les 67,03% d'élèves ayant obtenu le CEPE, ceux qui ont moins 85 points, soit 10 de moyenne, pourront aller en classe de 6e. Le gouvernement ivoirien a pris cette décision pour donner la chance à la majorité des élèves titulaires du CEPE de poursuivre leurs études dans le premier cycle du secondaire, a indiqué le directeur des orientations et des bourses, Aokwe Jérôme, qui était face à la presse. Des mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous les élèves et mettre fin aux effectifs pléthoriques dans les classes, a-t-il ajouté. Cette année, il y a au moins 14 établissements nouveaux qui ouvrent. Et certainement que l'année dernière, en cours d'année, il y a eu des établissements qui ont ouvert. Et d'ici là, le gouvernement a entrepris la construction annuelle de 50 établissements. Les résultats des affectations en classe de 6e seront connus le 16 août, soit un mois avant la rentrée scolaire 2013-2014, fixée au 16 septembre. La direction des orientations et des bourses demande l'implication des parents d'élèves dans le choix des établissements, tout en précisant que pour les établissements d'excellence, notamment le collège Sainte-Marie de Cocody, le minimum c'est 12 de moyenne en classe, 12 de moyenne à l'examen et 12 de moyenne dans les matières spécifiques. La direction des orientations et des bourses a aussi annoncé que dans une semaine, la barre d'admission en classe de seconde sera connue. Parlons de lutte contre la toxicomanie. Comment venir à bout de ce fléau qui gagne du terrain? Le Lions Club Région 13 et la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire ont décidé de coordonner leurs actions, de mener ensemble la lutte en mettant l'accent sur la sensibilisation, surtout au niveau des jeunes. Herman Niamien pour le reportage. La toxicomanie, le fléau devient inquiétant en Côte d'Ivoire. Chaque mois, ce sont entre 30 et 40 personnes qui arrivent à la Croix-Bleue de Williamsville pour recevoir des soins. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce mal. Il y a une période qu'on appelle l'adolescence, qui est donc une période située entre 11 et 17 ans à peu près, là où l'individu, de façon normale et naturelle, subit des pressions aussi bien physiques que psychiques. Et généralement, c'est cette adolescence-là qui est la grande porte d'entrée par les addictions. Les adultes, ça c'est vraiment au décours d'un événement douloureux, très pointu dans la vie, et ça peut arriver dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre relationnel. Comment prévenir les problèmes de santé mentale et de toxicomanie? Objectif de cette cérémonie de sensibilisation organisée par le Lions Club Région 13 en collaboration avec la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. À travers cette cérémonie, les initiateurs entendent interpeller la jeunesse, frange de la population la plus touchée sur les conséquences de la toxicomanie. Dans le mois d'août, la journée décrétée par le Lions Club comme la journée de la toxicomanie.
Nous sommes donc venus témoigner de l'appartenance de cette association dans le secours que nous pouvons apporter à la jeunesse, surtout dans ce fléau qui mine le monde, à savoir la toxicomanie, c'est-à-dire l'usage des drogues. Le centre d'accueil de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire est le seul centre de la sous-région qui assure la prise en charge des alcooliques et depuis un certain moment accueille les toxicomanes. En plus des toxicomanes que le centre accueille, les responsables de la Croix-Bleue ont ouvert un centre de conseil et de dépistage volontaire du VIH-Sida. Et la Fondation Soundele Conan veut aider le gouvernement ivoirien pour sauvegarder la forêt. La Fondation a investi Yves Zogbo Jr., homme des médias, pour véhiculer partout des messages de protection de la forêt ivoirienne. Chantal Akanda pour le reportage. Yves Zogbo Jr., désormais porte-flambeau de la protection de la forêt ivoirienne. Il doit, sur le terrain, véhiculer le message de protection et de préservation de la forêt. Je suis un ambitieux. J'aime atteindre mes objectifs et je crois pouvoir dire qu'avec toute cette jeunesse, nous allons redonner à notre pays tout ce qu'il a perdu en matière de forêt. Le choix de Yves Zogbo n'a pas été fortuit. Il est homme des médias, connu sur le plan national et international. Raison pour laquelle la Fondation Soundele Conan l'a désigné pour aller sur le terrain et sensibiliser les populations sur la déforestation qui menace le tissu forestier ivoirien. Cette importante mission devrait aider à véhiculer le message de détermination du chef de l'État, du ministère des Eaux et Forêts, de la Fondation pour la réhabilitation et la préservation des forêts ivoiriennes, dont les qualités influent inéluctablement sur celle de la vie des populations, en termes de santé, de prospérité sociale et la lutte contre le changement climatique. En Côte d'Ivoire, sur 15 millions d'hectares de forêt dans les années 60, le pays est passé aujourd'hui à près de 3 millions d'hectares. Une situation préoccupante pour le gouvernement ivoirien. Qu'on essaie de planter des arbres, ne serait-ce que pour que d'ici 2020, atteindre la norme internationale qui est de 20% du territoire national en termes de couverture forestière. Le ministère des Eaux et Forêts a donc décidé de soutenir toutes les actions de cette fondation en faveur de la reconstitution et de la réhabilitation du couvert forestier de notre pays. Avec Charles Tatou, intéressons-nous aux activités de Africa Rice, un centre de recherche de riz dans la région de Gbeke. Ce centre vient de célébrer ses travailleurs pour leur courage et loyauté pendant la crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire. Les journaliers de Africa Rice, le centre de riz pour l'Afrique basé à Mbé, dans la région de Gbeke, ont été fêtés par leurs responsables. Durant la crise, ils ont contribué à préserver les installations du centre de recherche sur le riz en Afrique, le seul sur le continent. Le représentant régional de Africa Rice, Dr Amadou Moustapha Bey, a traduit la reconnaissance de l'institution à ses travailleurs. Si vous voyez que ce beau site existe encore, c'est parce qu'il a été préservé par les populations qui n'ont pas vandalisé. Et ça, quand même, ça mérite qu'on les remercie. Africa Rice produit depuis sa reprise en 2005 200 à 300 tonnes de semences de qualité supérieure destinées à la culture du riz dans ses 24 pays membres. Avec le retour de la paix et de la stabilité, la normalisation de toutes les activités est en vue. Le 3 septembre, il y aura le conseil d'administration qui se tiendra à Abidjan, le conseil des ministres, 2 semaines plus tard, qui va entériner la décision. Nous pourrons officiellement dire que nous pouvons revenir. Mais en attendant, nous sommes en train de renforcer le personnel ici. La reprise totale des activités de Africa Rice en Côte d'Ivoire permettra au secteur du riz de connaître une évolution. La Côte d'Ivoire, il faut le savoir, dépense chaque année un peu plus de 300 milliards de francs CFA dans l'importation du riz. Un habitat pour tous, c'est l'ambition de l'ONG AIH, Alliance ivoirienne pour l'habitat, qui vient de lancer ses activités. L'Alliance veut accompagner l'État ivoirien dans sa politique de logement, nous dit Patricia Omouetia. L'Alliance ivoirienne pour l'habitat relance ses activités pour défendre les demandeurs et les usagers du logement. La structure s'engage à aider et représenter au niveau national et international les usagers du logement en vue de rendre leurs actions plus efficaces. Nous cherchons à ce que notre pays soit un pays émergent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir des standards minima de construction identiques à ceux des pays développés.
Et si nous devons construire des maisons, des habitats pour sous-développer, on n'aura pas fait de progrès. Allant des questions politiques à celles du secteur de l'habitat, le parrain de l'association, le ministre Essi Amara, a tenu en haleine ses filleuls en leur prodiguant des conseils. Selon lui, il est optimiste pour la Côte d'Ivoire car la politique de l'habitat, secteur important dans la vie d'une nation, est aujourd'hui en plein essor. Le président de l'Alliance ivoirienne pour l'habitat, Akwa Aizipol, est candidat à sa propre succession pour un mandat de 3 ans. La structure intergouvernementale eau et assainissement en Afrique a procédé avant-hier au lancement du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement. Objectif de ce forum, relever le défi majeur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Serge Gongomé, Chantal Akanda. Abidjan est la capitale choisie pour abriter la 3e édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. Une initiative de l'institution intergouvernementale, plus connue sous le nom de EAA, Eau et Assainissement pour l'Afrique. Pour cette structure, la rencontre d'Abidjan permettra de relever des défis majeurs, entre autres le renforcement du partenariat Sud-Sud sur les problématiques de l'eau et de l'assainissement et une nouvelle orientation de l'exploitation des matières encombrantes ou indésirables pour assurer un assainissement durable. Lorsque nous avons les produits de l'assainissement, notamment les bouts de vidange, nous avons aujourd'hui des technologies affirmées qui peuvent nous permettre de produire de l'électricité à partir des bouts de vidange. Donc aujourd'hui, l'assainissement ne sera plus traité comme étant des déchets à écarter ou à mettre de côté, mais ce seraient des matières premières qui pourront nous aider en tout cas à faire face à d'autres problèmes que nous connaissons en Afrique, notamment la crise énergétique. Engagée déjà dans l'amélioration de la qualité de l'eau potable et de sa vulgarisation dans les zones rurales, ainsi que l'assainissement du cadre de vie, la Côte d'Ivoire se dit prête à abriter ce forum. Les défis à relever sur le continent en ce qui concerne l'eau et l'assainissement s'élèvent à 645 milliards en termes d'investissement. La priorité dans l'ensemble de ce programme est accordée aux zones rurales. La question de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoé au centre d'une rencontre dans la commune de Grand-Bassam. Les scientifiques, après des jours de débat, se sont finalement accordés sur des solutions à proposer. Le reportage de Francis Boifo. Des réflexions des experts hollandais et scientifiques ivoiriens, il a été adopté une solution pour l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoé de Grand-Bassam. L'expert consultant de la Hollande nous a proposé 3 options. D'abord, une ouverture de base, comme on le faisait d'habitude. Une autre ouverture avec 2 épis de protection. Et une 3e ouverture avec un brise-lame et un piège à sable. Les experts ivoiriens, les scientifiques, ont préféré prendre l'option 2, qui est l'ouverture avec 2 épis de protection. Pour qu'aujourd'hui, si on ouvre, on aura peut-être à attendre 2 ou 3 ans avant de commencer le dragage. Alors que la première option, chaque année, il faut faire le dragage. Et la 3e option, qui jusque-là est expérimentale, ne peut pas être appliquée. Mais il faudra encore attendre 2015 pour voir les travaux démarrer. L'étude de faisabilité étant prévue s'achever en 2014. Il s'agira pour les experts de mesurer les impacts environnementaux et socio-économiques, d'élaborer le budget et d'établir le calendrier d'exécution des travaux. Si l'embouchure est fermée, alors les salades d'eau viennent sur Abidjan. À la prochaine ouverture, les salades d'eau iront en mer et ils vont mourir en mer. Donc on n'aura plus tous ces désagréments à Abidjan. Abidjan sera propre et on aura l'appel des lagunes. Autre avantage, c'est qu'on n'aura pas d'inondation, par exemple du quartier Air France à Bassam. L'idée d'ouvrir l'embouchure du fleuve Komoé de Grand-Bassam par le gouvernement est née en 2011 à la suite des rats de marée qui ont fait plusieurs dégâts matériels à Port-Boué dans le district d'Abidjan. La journée mondiale de l'écologie a été commémorée le 20 juillet dernier dans le monde entier. En Afrique et aux Caraïbes, la journée a été célébrée à Lomé au Togo autour du thème « Tous ensemble pour la même lutte ». La Côte d'Ivoire a été honorée. Elle assure désormais la présidence du groupe de réflexion du mouvement écologique des pays d'Afrique et des Caraïbes. On en sait plus avec Lassina Ouattara. On peut le dire tout net, la Côte d'Ivoire retrouve progressivement sa place sur l'échiquier international. C'est l'Ivoirien Yoroba Séraphin qui dirigera le groupe de réflexion du mouvement écologique d'Afrique et des Caraïbes les 3 années à venir.
Ces pairs écologistes réunis du 21 au 23 juillet dernier à Lomé, dans la capitale togolaise, ont unanimement porté leur choix sur sa personne. Le nouveau président qui remplace à ce poste, Rufin Bassondier de la République démocratique du Congo, affiche de grandes ambitions pour l'organisation. En Côte d'Ivoire, nous savons que nous avons un pays qui est organisé. Il y a un ministère de l'Environnement, un ministère des Eaux et Forêts. Nous allons partir vers ces structures. Nous allons leur dire ce que on nous a confié comme tâche et que vraiment nous voulons travailler en amont avec ces structures. Nous allons partir vers les 77 pays pour échanger tant en formation et en information sur l'écologie. Naturellement, nous allons réfléchir sur tout ce qui est scientifique, tout ce qui peut détruire, tout ce qui peut améliorer. Célébrée le 20 juillet de chaque année, la journée africaine de l'écologie s'est déroulée au Togo autour du thème central « Tous ensemble pour la même lutte » à favoriser des échanges d'expériences et d'initiatives pour une synergie d'action locale dans le but de relever les défis écologiques et de promouvoir l'éveil écologique en Afrique et aux Caraïbes. Les participants à ce rendez-vous de Lomé se sont engagés à rechercher dans une synergie les solutions aux problèmes de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, des droits, des vivants, des résolutions des conflits, de la gestion efficace et durable des ressources naturelles. Pour la réussite de cette mission, il est donc impérieux que les partenaires au développement et les gouvernants se donnent la main pour soutenir les actions qui découleront de ce programme pour le bonheur des populations africaines et caribéennes. La campagne électorale au Mali s'est terminée hier. L'élection présidentielle aura donc lieu demain, dimanche 28 juillet. Les Maliens, en tout cas, placent beaucoup d'espoir dans cette consultation électorale. Ils attendent de cette élection qu'elle favorise le retour de la confiance et le renouveau de la démocratie. Sylvie Touré est notre envoyé spécial au Mali. L'enjeu semble être bien perçu des populations. Le scrutin du 28 juillet sonne comme un virage important pour le pays, une issue certaine de sortie de crise. Les Maliens ont bien compris. Donc il semble qu'il y a la mobilisation, il y a l'esprit de patriotisme, donc c'est que sûr, il y a beaucoup de monde. La population est très décidée à voter, parce que déjà, les problèmes que la population a eu ça et là, n'est-ce pas, pendant un an, avec la rébellion, tout le monde en a marre. Cette année, l'élection s'est bien organisée. On est prêt pour voter. L'élection doit être transparente et crédible. Parce que surtout, vu la situation actuelle du pays, le Mali mérite mieux que tout ça. Quoi. Déchiré en deux, le pays ne doit sa réunification, quoique encore partielle, à la communauté internationale. Il est donc temps de reprendre les choses en main et faire face aux défis qui l'attendent. Renforcer la sécurité et faire la réforme de l'armée pour mettre l'armée dans les bonnes conditions, payer les armes nécessaires pour notre force de sécurité. C'est ça qui nous intéresse au Mali. Le problème d'emploi des jeunes, comme tout le monde sait, c'est le problème dans toute l'Afrique. Donc c'est un problème crucial. Nous les femmes, quand les enfants ont de l'emploi, ça nous met à l'aise. Donc, après ça, c'est le développement rural. Ce dimanche, 6 829 696 électeurs sont attendus aux urnes pour choisir parmi 27 candidats celui qui dirigera désormais le pays. Au Togo, les premiers résultats du scrutin sont tombés dans la nuit d'hier à aujourd'hui au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Des résultats encore partiels, mais qui laissent entrevoir une tendance claire. Les deux principales formations que sont l'UNI, le parti au pouvoir, et la coalition Sauvons le Togo sont en tête, l'UNI dévançant le CST. Samedi au Togo, le CST, la coalition d'opposition Sauvons le Togo, a sévèrement contesté les premiers résultats des législatives rendus publics vendredi, qui donnent le parti au pouvoir de Faure Gnassingbé en tête. Selon le collectif, arrivé en deuxième position, il s'agit de faux résultats, puisque la commission électorale, la CENI, ne disposait pas des procès-verbaux. Le CST condamne cette manœuvre scandaleuse qui n'a d'autre objectif que de préparer l'opinion nationale et internationale à accepter les faux résultats d'un nouveau coup de force électoral. Jean-Pierre Fabre de la coalition Sauvons le Togo a annoncé que les jours à venir seront durs et chauds dans l'attente des résultats définitifs.
C'est une marée humaine qui a déferlé dans les rues de Tunis ce samedi 27 juillet. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux funérailles de l'opposant Mohamed Brahmi, assassiné jeudi. Il repose désormais dans le carré des martyrs aux côtés de Chokri Belaïd, un autre opposant tué en février dernier. Après donc les obsèques, des manifestants se sont dirigés vers l'Assemblée constituante. La tension n'est donc pas retombée alors que les obsèques se sont déroulées dans le plus grand calme, mais aussi dans l'émotion et la colère. Journée sombre en Égypte où plusieurs dizaines de personnes sont mortes, tuées par balles aujourd'hui même. C'était ce matin dans les rues du Caire. La plupart des victimes sont issues du camp islamiste favorable au président déchu. Les frères musulmans évoquent plus de 100 morts. Et nous allons maintenant à la page culture. Comme je le disais, nous avons notre invité qui est avec nous. Mais avant, sachez que c'est une bonne nouvelle donc pour ces jeunes Ivoiriens intervenant dans la production et la distribution d'œuvres artistiques et culturelles. Un fonds de 3 milliards de francs CFA sera mis en place pour financer leurs activités. 3 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet. Un projet qui vise le développement des activités de production et de distribution d'œuvres artistiques et culturelles en Côte d'Ivoire. Le protocole d'accord de partenariat entre le ministère de la Culture et la Caisse d'épargne pour finaliser ce projet va permettre dans sa phase de réalisation de créer plus de 2000 emplois et réduire les activités illégales dans le secteur des arts et de la culture. Des personnes qui sont à l'intérieur du pays, qui sont dans des quartiers, n'ont pas accès aux CD et produits originaux et donc sont tenus par la nécessité de recourir aux produits piratés. Nous avons donc voulu apporter un appui à la production et à la distribution. Chargée du financement à plus de 70%, la Caisse d'épargne de Côte d'Ivoire va à travers ce projet octroyer des prêts remboursables. De façon pratique, le financement se fera avec pour une installation de jeunes à hauteur de 1,3 million, 300 000, avec un apport de 10% de jeunes gestionnaires de kiosques culturels. Ce sont 130 kiosques de points de distribution d'œuvres artistiques et culturelles qui seront construits dans les différentes communes de la Côte d'Ivoire pour la première phase pilote de ce projet. Et le monde de la culture accueille un nouveau-né. Il s'agit de l'œuvre « Les coups de la vie », tome 5 de Ansata Ouattara, journaliste et écrivain. Des histoires réelles tirées du vécu quotidien dans une écriture simple et accessible à toutes les couches de la société. Pour l'auteur, l'objectif est clair. Il s'agit d'apprendre à travers l'expérience des autres. Le reportage de Fatou Fofana. Les coups de la vie, tome 5. L'œuvre vient de paraître. C'est un recueil de 21 nouvelles, des témoignages inédits, des histoires réelles du quotidien, comme le dit si simplement l'auteur. À travers les expériences des autres, on peut s'en inspirer pour mieux s'orienter dans la vie. Les coups, ça fait partie de la vie. Mais le tout, c'est lorsqu'on reçoit un coup, de pouvoir s'en remettre. Depuis 4 ans que l'aventure Les coups de la vie a commencé, les tomes 1, 2, 3 et 4 ont tous été des best-sellers et le 5 semble déjà avoir conquis les lecteurs. Je pense que c'est quelque chose qui est bien, qui est fort. Chacun de nous a vécu un coup de la vie dans sa vie. J'ai lu le tome 1, 2 et 3, 4. Je me retrouve dans les histoires et ça me fait connaître plein de choses. En tout cas. Amour, famille, religion, culture, des histoires vécues dans un style d'écriture simple et concis. C'est ainsi que se déclinent Les coups de la vie, tome 5. La grande famille de la culture et de la littérature a répondu présente pour soutenir l'auteur. La dédicace de l'œuvre a été un moment d'échange, de partage et de communion entre l'auteur et les lecteurs. Ansata Ouattara promet déjà un roman d'ici à février 2013. Voilà, notre invité El Hadj Diabaté Fousseni est avec nous, comme je vous l'annonçais en début de journal. Il est là pour nous parler de son ouvrage intitulé « La conscience du Ramadan ». Que dit donc le livre sur le jeûne du Ramadan? Pourquoi un ouvrage dédié au jeûne du Ramadan? Autant de questions que nous poserons à notre invité. Merci, Monsieur Fousseni, d'avoir répondu à l'invitation de RTI 1. Merci à vous. Alors, la première question, pourquoi écrire un livre sur le Ramadan?
La gloire soit rendue à l'Éternel des cieux qui nous a accordé cette parcelle, ce souffle de vie, essentiel, fondamental dans ce cheminement spirituel pour le simple fait qu'ils sont nombreux ceux qui ont été emportés par, bien sûr, l'ouragan de la mort. Le simple fait d'être ici à la faveur de ce mois béni du Ramadan nous exige de lui être reconnaissant. La conscience du Ramadan, pourquoi? Parce que justement la thématique centrale se référant au Ramadan, il se trouve que c'est un pilier majeur, essentiel, fondamental de l'islam. Dans le corpus des grandes articulations, en ce qui concerne donc les principes de la foi musulmane, c'est un élément essentiel et cardinal. Donc c'était important pour nous que nous puissions décortiquer tous les enseignements qui sont éparses donc dans la question, la notion du Ramadan. On a le pour Coran. Aider. On a le Coran Oui. qui aide déjà les musulmans. Alors vous, principalement, vous avez décidé d'écrire sur le Ramadan. Pour quel objectif précisément? Alors, le Saint-Coran essaie de décliner les grands axes, les différents fondamentaux. Naturellement, en ce qui concerne tout ce qui rentre dans le cadre de la législation, des principes, des obligations, ce ne sont pas toujours les détails qui sont donnés. Alors vous, dans votre livre, vous donnez des détails sur quoi précisément? Je sais que vous abordez plusieurs thèmes. On a par exemple l'humilité, l'honnêteté. Oui, Voilà. Oui, c'est alors, un votre livre de plus que le Coran, réceptacle. que le Coran ne dit pas? Non, aucun livre ne saurait dire plus que le Coran. Parce que le Coran, il est une parole révélée, vous avez dit tout à l'heure, revenant du Seigneur des détails. cieux dans toute sa transcendance et son omnipotence, son omniscience. Nous n'avons reçu qu'une parcelle infime, très insignifiante d'ailleurs de ce savoir que nous essayons de partager. La seule différence, c'est que nous écrivons en puisant dans notre terroir, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs psychologiques, sociologiques qui sont propres à nous, et naturellement dans la transmission de ce message-là, qui sont très importants, qui sont fondamentaux et essentiels. En dehors de cela, il n'y a rien que nous puissions dire qui n'ait pas été dit par le Saint-Coran. Encore que c'est un livre qui est dit, mais qui mérite d'être explicité, parce que tout le monde ne peut pas lire le Coran et l'appréhender comme un texte littéraire. Il y a toute une richesse infinie, il y a toute une approche thématique multidimensionnelle. On n'en disconvient pas. Voilà. On n'en disconvient pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que quand vous parlez de conscience du Ramadan, qu'est-ce que cela implique? Ça implique simplement que la manière dont le Ramadan est approché, est aperçu, n'est pas exactement ce qui doit être. Parce que l'injonction nous invitant au Ramadan, dans le Saint-Coran, Dieu nous dit « Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun » Vous qui êtes les dépositaires de la foi, ça, c'est la traduction. En Dieu, oui, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux générations d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc la piété en islam, elle est une matière toute dynamique. Il s'agit d'une présence consciente de Dieu ou bien une conscience présente de Dieu. La présence de Dieu permanemment, n'est-ce pas, manifestée dans l'action de l'individu. Donc c'est une notion qui est fondamentalement dynamique. Naturellement, le mois de Ramadan n'est pas une foi gastronomique. Vous voyez, dès que Ramadan arrive, tout de suite, allons donner le sucre à la solidarité, on parle aussi de partage dans ce mois. La solidarité ramadaneque, si je puisse me permettre ce dérapage néologique, c'est seulement ce qui est quantifiable, ce qui nourrit le corps. Donc vous voulez dire qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur cet aspect? Non, le corps, il partira, poussière des poussières, il est évanescent, une matière qui sera donc à la merci des asticots chenilles de la tombe. Qu'est-ce qui va à la rencontre du Seigneur? L'âme. C'est cette âme-là qu'il faut nourrir. Et le foyer qui est le cœur justement de toutes les sensations, les vibrations qui permettent d'oxygéner cette âme-là, il faut la nourrir également. C'est pour cela que nous avons écrit la conscience du Ramadan pour dire non, ce n'est pas une foi gastronomique. Il y a un ensemble de richesses, un ensemble de valeurs. Quelles sont ces richesses? Naturellement. On a touché tout à l'heure, c'est vrai, l'humilité. Vous avez parlé de l'humilité. Non, c'est que vous dit votre livre. Justement, vous avez évoqué la question de l'humilité qui est abordée dans les choses, mais il y a un ensemble de thèmes, la crainte de Dieu, on a le droit du voisinage, on a l'amour du prochain, on a la question de la repentance, on a la question du partage, le don de soi. C'est autant de thématiques qui sont abordées dans ce livre-là pour faire ressortir
toute la richesse spirituelle. Donc, vous voulez dire, à côté de la solidarité, ce sont des vertus, des valeurs aussi que le musulman devrait promouvoir. Bien sûr, parce que le mois de Ramadan, c'est toute une école, une université, ou bien un stage à l'intérieur desquels on se forme un laboratoire de redressement de nos courbures morales. Naturellement, il ne s'agit pas simplement de s'abstenir de boire et de manger, auquel cas on dirait simplement que c'est une pénitence. Mais on ne va pas s'arrêter à Donc, c'est une erreur de dire, par exemple, que cette période du Ramadan est une période de pénitence. Si on s'arrête là, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur parce que dans la pénitence, on voit tout de suite la difficulté, l'aspect souffrance, l'aspect corvée. Mais est-ce que ce n'est pas une manière aussi de faire, enfin je vais dire, de faire mourir son corps? C'est pas une... Mourir son corps, mais il y a une dynamique. Il y a une dynamique qui en réalité qui n'est pas une corvée, mais c'est une extase. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut rallier, je vais dire, l'esprit et le corps? C'est assez philosophique. Mais, oui, assez philosophique, mais ils ne sont pas dissociables tant que je suis là dans mon entièreté en tant qu'être. Je suis physique dans ma configuration somatique, physiologique, physionomique, mais je suis aussi esprit. Et pour que je sois en train de communiquer avec vous, mais c'est toute une machination qui se passe à l'intérieur, donc une réaction psychique, chimique, etc., qui se passe à l'intérieur. Donc, ce n'est pas seulement un corps qui gesticule. Donc, c'est un mouvement qui est très profond. Naturellement, l'homme qui jeûne, il est dans une dynamique de communion avec Dieu. Et dans cette dynamique de communion avec Dieu, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est son cœur. Justement, il y a cet enseignement ici. Oui. Comment il doit être? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il existe un morceau de chair dans le corps de l'homme. Lorsque ce morceau de chair est pur, tout le corps est pur. Et lorsque ce morceau de chair est impur, tout le corps est impur. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc le mois béni de Ramadan va nous permettre d'avoir une influence majeure sur ce cœur pour pouvoir étouffer ses caprices, ses passions malveillantes pour l'inviter au cheminement devant le conduire au cœur de la proximité divine. Moment de transcendance, de sublimation, d'illumination. On va revenir. Voilà. Dans votre œuvre, vous faites une compilation de témoignages, d'exemples frappants. Alors pourquoi le choix d'un tel an? C'est concret, c'est matériel. Parce que vous faites de la fiction hollywoodienne, c'est là, et puis on crée, on essaie de voyager dans les airs. Non, c'est tiré là. Et tout de suite, quand vous rentrez, vous abordez l'ouvrage, il vous choque, il vous réveille par la force de ce témoignage. Tout de suite, vous rentrez avec une expérience. Elle est l'expérience d'un jeune frère au cœur du mois de Ramadan l'année dernière, qui vient de l'Allemagne pour 2 semaines de vacances, et il envoie sa sœur jumelle nous rencontrer, qui dit... Mon frère jumeau voudrait te rencontrer avant son départ. Et séance tenante, elle l'appelle, elle le joint au téléphone. Je pense que les lecteurs auront l'occasion de lire. Oui, ils auront la suite. Mais je termine pour dire, quand elle rentre à la maison, elle reçoit un coup de fil pour lui dire « Ton frère jumeau vient de rendre l'âme à la suite d'un accident de circulation ». C'est des faits qui sont concrets, qui sont réels, qui doivent nous inviter à se souvenir permanent de Dieu. Attention à l'oubli de soi qui te conduit à la perte et à l'anéantissement fondamental, essentiel de ta richesse morale et spirituelle. Cultiver toujours le souvenir de Dieu, être avec Dieu, ne pas oublier pour s'oublier soi-même. Merci beaucoup, M. Fousseni. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, avant de nous séparer, nous allons nous rendre au stade Champrou à Makori, où notre équipe nationale locale de football a rencontré celle du Nigeria dans le cadre du match de retour du CHAN 2014, le reportage de Cathy Touré. Ils auront tout donné pour être du rendez-vous sud-africain en sortant le grand jeu face au Nigeria, vainqueur 4-1 au match aller. Mais ça n'a pas suffi. Dès l'entame du match, les Ivoiriens savent qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Ils pressent l'adversaire et en 5 minutes réussissent à prendre de court la défense nigériane. Profitant d'une mésentente, Zogula Kevin ouvre le score. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants ne lâchent pas la pression, si bien qu'ils obtiennent un pénalty à la 20e minute. L'honneur revient au meilleur buteur du championnat national. Zugula Kevin ne tremble pas. À 2-0, les éléphants sentent le coup jouable. Le Nigeria est malmené. Piège de l'expérience ou impuissance, toujours est-il qu'en cette première période, les poulains du légendaire Stephen Keshi et son staff champion d'Afrique perdent leur football devant des Ivoiriens déterminés à aller jusqu'au bout. Saraka Norbert et les siens rejoignent les vestiaires sur cette avance. Plus qu'un but sans encaisser pour la qualification. Même rythme à la reprise, avec cette fois du répondant côté Nigeria.
Des tentatives dans les deux camps sauvées par Agbim Chigozie puis Badra Ali, les portiers. La seconde partie appartient aux Nigérians qui gèrent toutefois comme ils peuvent les assauts de Guamark et ses amis. Finalement, la Côte d'Ivoire frôle l'exploit et s'impose 2-0 là où il en fallait 3. Le drapeau ivoirien ne flottera pas en Afrique du Sud pour la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations. Demain, dimanche 28 juillet, les Maliens vont se rendre dans les urnes pour élire leur président. Merci à vous tous de votre attention.